Mickey Haller a son bureau sur roue, un nouveau cas et une bombe à désamorcer. Bienvenue dans le résumé de l'épisode 2 de la défense Lincoln, où les apparences sont trompeuses et où chaque vérité en cache une autre. L'affaire Trevor Elliott ne se présente pas comme une simple opportunité, mais comme un cadeau empoisonné déposé à la porte de Mickey Haller. Le client est une contradiction vivante. Trevor Elliott, mania génial et arrogant de l'industrie du jeu vidéo, incarne à la fois le rêve et le cauchemar de tout avocat pénaliste. D'un côté, sa notoriété garantit une exposition médiatique intense et sa fortune colossale promet des honoraires substantiels. De l'autre, sa personnalité présente tous les traits d'un narcissique manipulateur, froid et imprévisible, qui considère peut-être même son propre procès comme un niveau à franchir dans un jeu pervers. Le dossier, lui, semble tout droit sorti du scénario parfait du procureur. Les faits sont accablants dans leur simplicité. Double meurtre de sa femme et de son amant, commis avec son arme, une Glock dont il a le permis. Il était sur les lieux, son alibi est introuvable, et un appel téléphonique à la victime juste avant le drame semble sceller sa culpabilité. C'est un cas que tout le monde, y compris son fidèle bras droit Lorna, lui conseille de fuir. Les risques sont démesurés. Pourtant, Mickey plonge. Deux forces le poussent. D'abord, l'énigme elle-même. Son instinct d'avocat né sent que ce dossier trop parfait, trop lisse, dissimule des fissures. Ensuite, l'influence de Lisa Trammell, la militante idéaliste qu'il défend, et pour qui Trevor est un philanthrope. Elle voit en lui un bienfaiteur. Mickey, lui, y voit une énigme à résoudre. Sa première manœuvre est un coup de maître. Lors de l'audience de mise en liberté sous caution, il retourne la principale faiblesse de Trevor, sa colère ostentatoire et son manque total de remords, en un argument percutant. Devant le juge, il plaide que cette attitude n'est pas celle d'un coupable qui simule, mais celle d'un homme arrogant et blessé, trop sûr de son innocence pour jouer la comédie. Le juge, impressionné par cette audace rhétorique, accorde la caution. C'est une victoire tactique, mais une défaite stratégique dans l'opinion. La presse de sensation, menée par des titres incendiaires, ne condamne plus seulement le meurtrier présumé, mais aussi l'avocat sans scrupules qui ose le défendre. Le jeu a commencé et Mickey vient d'encaisser son premier jeton sans savoir que la partie est déjà truquée contre lui. Alors que Mickey orchestre la stratégie juridique, l'enquête de terrain démarre sous la houlette de son homme de l'ombre, Cisco. Ancien biker reconverti en investigateur aux méthodes flexibles, Cisco plonge dans l'univers impitoyable du jeu vidéo de haut vol. Sa première découverte est une bombe. La victime masculine, Jeanne Rills, n'était pas un simple amant. Il était comptable pour l'entreprise de Trevor Elliott et surtout un lanceur d'alerte sur le point de révéler des manipulations comptables massives et des détournements de fonds. Cette révélation fait voler en éclats le mobile simpliste du crime passionnel vendu par l'accusation. L'enquête bifurque soudain vers les coulisses financières d'une industrie ultra concurrentielle. La piste conduit droit au principal rival de Trevor, Russell Lawson, PDG tout aussi riche et infiniment plus impitoyable. Ce dernier voyait en Rills une menace existentielle, capable de faire s'effondrer son empire bâti sur la fraude. Le mobile économique apparaît alors bien plus solide et crédible que la jalousie maritale. Trevor Elliott pourrait-il être le pigeon idéal, le coupable tout désigné pour un crime commandité par Lawson? L'hypothèse séduit Mickey car elle offre une ligne de défense puissante. Son client n'est pas le meurtrier, mais la victime d'un coup monté sophistiqué. Mais pendant que Cisco démêle ce thriller financier, Mickey doit affronter un second front tout aussi périlleux, celui de sa vie privée. Sa fille Hayley, d'une intelligence aiguë, exprime des doutes grandissants envers son beau-père, le mari de sa mère. Ces inquiétudes créent une faille anxieuse dans le cocon familial de Mickey, le distrayant et le rappelant cruellement à ses devoirs de père, souvent sacrifiés sur l'autel de la défense. Parallèlement, l'équilibre précieux de son bureau est menacé par le retour de l'ex-mari de Lorna, Jeff, instable et potentiellement violent. Son retour rappelle que le passé n'est jamais vraiment enterré et que les piliers sur lesquels Mickey s'appuie, sa famille et son équipe, peuvent vaciller à tout moment. L'enquête criminelle et l'enquête intime deviennent deux labyrinthes qu'il doit parcourir simultanément, chaque révélation dans l'une faisant écho à une vulnérabilité dans l'autre. C'est lors d'une vérification de routine, motivée par la paranoïa salutaire de leur métier, que le sol se dérobe sous leurs pieds.
Alors que Cisco inspecte méthodiquement la Lincoln, ce sanctuaire mobile, bureau et forteresse roulante de Mickey, ses doigts experts rencontrent une anomalie sous le châssis. Il en extrait non pas une pièce détachée, mais un traceur GPS pirate. Un modèle sophistiqué, magnétique, parfaitement dissimulé dans l'ombre mécanique de l'automobile. La révélation est un choc physique, une trahison intime. Ce petit boîtier noir signifie une chose atroce. Mickey est surveillé. Chacune de ces routes empruntées vers des témoins discrets, chaque visite secrète sur les lieux du crime d'Elliott, chaque rendez-vous stratégique avec un indique, tout a été tracé, enregistré, transmis. Son avantage tactique, la mobilité et la discrétion, est pulvérisé. Son espace le plus personnel a été violé. Mais le véritable coup de massue, celui qui transforme l'inquiétude en terreur stratégique, survient lorsque Cisco compare le dispositif aux preuves matérielles du dossier Elliott. La constatation est glaciale. Le traceur est le jumeau parfait, le modèle identique à celui que la police a découvert sur la voiture de Trevor Elliott et qu'elle présente comme la preuve irréfutable de sa préméditation, le signe qu'il traquait sa femme. À cet instant, pour Mickey, le puzzle infernal s'assemble. Le piège ne s'est pas refermé sur Trevor Elliott seul. On l'a choisi, lui, Mickey Haller. Son recrutement dans cette affaire n'était pas un hasard du destin ou un choix professionnel, c'était une manipulation calculée. En prenant la défense de Trevor, il est devenu, à son insu, un acteur essentiel du scénario de l'accusation. En le surveillant, l'ennemi pouvait anticiper et contrôler la défense, voire lui faire découvrir de fausses pistes. L'avocat cesse d'être le maître du jeu pour devenir une pièce manipulée sur l'échiquier d'un adversaire invisible qui joue plusieurs coups d'avance et a transformé la Lincoln en cheval de Troie. La découverte du traceur n'est pas une simple complication. C'est un changement de paradigme qui redéfinit les règles du jeu. D'un seul coup, l'adversaire n'est plus seulement Andrea Freeman et la machine judiciaire de l'État. Il prend la forme d'une entité ombreuse, dotée de ressources financières importantes et d'un accès à une technologie de surveillance sophistiquée. Cet ennemi ne se contente pas de construire un dossier, il fabrique activement la réalité de l'affaire, infiltrant le sanctuaire même de la défense pour en diriger secrètement les mouvements. Le duel judiciaire, régulé par des procédures et des codes, se double désormais d'une guerre de l'ombre, sans règles ni limites, où Mickey est passé du statut de défenseur à celui de cible prioritaire. Sa mission se fracture immédiatement en deux fronts périlleux et interdépendants. Sur le premier front, il doit continuer à construire une défense solide pour Trevor, exploiter la piste Lawson et affronter la procédure légale. Mais ce travail est désormais contaminé par une question obsédante. Chaque élément qu'il découvre est-il une vraie piste ou un leurre placé là pour être découvert grâce à la surveillance de ses déplacements? Le second front, plus urgent et plus personnel, est une contre-enquête clandestine. Identifier la source de cette trahison mécanique. Qui a posé ce traceur? Quand? Et dans quel but ultime? Le pourquoi de cette machination devient la clé de tout. S'agit-il de simplement discréditer la défense ou d'utiliser Mickey comme un pion pour accomplir un objectif plus sinistre? Cette méfiance irradie tout. La figure de Russell Lawson vacille. Est-il le commanditaire suprême ou un simple rouage dans un engrenage plus vaste? Pire encore, le doute ronge le cercle de confiance. Qui, dans l'entourage immédiat de Mickey ou de Trevor, a eu l'accès et l'occasion de commettre cet acte? Un associé? Un client? Un familier du garage? La confiance, cette denrée essentielle à son équipe et à sa stratégie, devient une ressource rare et précieuse à rationner. L'épisode ne se conclut pas sur une révélation, mais sur une métamorphose. Le plan final sur le visage de Mickey au volant de sa Lincoln n'est plus celui de l'avocat charmeur et sûr de lui, c'est le regard dur et hyper lucide d'un stratège en état d'alerte maximale. La rue éclairée devant lui n'est plus un simple chemin, c'est un champ de mine informationnelle. Il sait désormais que chaque mouvement est potentiellement observé, que chaque parole peut être exploitée et que le prochain coup de l'ennemi invisible pourrait être non pas juridique, mais personnellement fatal. Le jeu pour la vie de son client est désormais aussi un jeu pour la sienne. Ainsi s'achève Trouble Fête, un épisode qui est bien plus qu'une simple mise en place.
C'est le moment de bascule où Mickey Haller, l'avocat qui se voyait en stratège, comprend qu'il est devenu un pion surveillé sur un échiquier qu'il ne maîtrise plus. Son bureau sur roue, son sanctuaire, a été violé. Désormais, il doit naviguer dans un double jeu périlleux, défendre un client détestable mais peut-être innocent, Trevor Elliott, tout en menant une contre-enquête pour démasquer l'ennemi invisible qui l'a piégé. Entre le rival impitoyable Russell Lawson, les failles qui apparaissent dans son propre camp et cette menace fantôme qui le suit à la trace, toutes les lignes entre amis et ennemis, entre vérité et manipulation, sont brouillées. L'affaire Elliott se révèle être un piège aux ramifications profondes, une machination qui ne vise peut-être pas seulement à condamner un homme, mais à engloutir l'avocat et toute son équipe. La défense est entrée en territoire hostile. Et maintenant, les vraies questions se posent. La découverte du traceur n'est que la première fissure dans la glace. Dans le prochain épisode, les conséquences vont frapper de plein fouet. Mickey va-t-il révéler la surveillance à la justice, risquant de faire exploser son propre dossier, ou garder ce secret pour tenter de retourner le piège contre son instigateur? Comment Cisco va-t-il remonter la piste technologique de ce dispositif sophistiqué, une enquête qui pourrait les mener dans des milieux très dangereux? La pression sur la vie privée de Mickey va s'intensifier. Les doutes de Hayley et la menace de l'ex-mari de Lorna vont-ils être exploités par l'ennemi pour le faire flancher? Et surtout, qui a eu un accès suffisamment proche à la Lincoln? Le champ des suspects s'étend bien au-delà de Russell Lawson. Un membre de l'équipe? Un contact de Trevor? Le danger pourrait être plus proche qu'il ne l'imagine. Alors, à vous de jouer. Qui tire vraiment les ficelles selon vous? Russell Lawson agit-il seul ou n'est-il que le visage d'une conspiration plus large? Pensez-vous que quelqu'un dans l'entourage proche de Mickey, son équipe, ses contacts, puisse être un complice involontaire ou pire? Partagez vos théories et votre analyse en commentaire. La suite promet d'être explosive. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer du résumé de l'épisode 3 où les pièges vont se refermer et où Mickey Haller devra passer à l'offensive pour sauver sa défense et sa peau.